Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les comics Dark Droids tome 4 et Dark Droids Épilogue. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 41 à 43 de Star Wars 2020, 41 à 43 de Darth Vader 2020, 39 et 40 de Dr. Aphra 2020, 41 et 42 de Bounty Hunters, 5 de Dark Droids, 3 et 4 de Dark Droids D-Squad et le one-shot Revelations 2023 numéro 1. Le tome 4 de Dark Droids est donc la conclusion du 4e crossover de comics entre l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi, avec la résolution de l'invasion droïde de toute la galaxie par le Fléau, étrange création issue de la combinaison d'une intelligence enfermée par les Sith et de l'étincelle éternelle des Ascendants. Les deux premiers numéros qui nous sont proposés sont les 3 et 4 de la mini-série Dark Droids D-Squad qui suit une équipe de droïdes dans ce chaos galactique composé de R2D2, 000, BT1, IG88 et Catlom. À ce moment de l'histoire, l'équipe est à la recherche du Fléau mais aussi de C3PO alors contaminé par l'entité. R2 les emmène sur Rylos pour retrouver une vieille amie, une certaine QTKT. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur Dark Droids, mais il s'agit d'un des droïdes astromécano à l'origine de la première équipe Dark Droids de la guerre des clones. Elle possède d'ailleurs toujours son amélioration, un aimant au-dessus de son dôme, qu'elle utilise plus tard dans le comic. Mais QTKT explique surtout ce qu'elle fait sur Rylos. En fait, pendant la guerre des clones, alors que R2D2 appartenait à Anakin Skywalker, QTKT était le droïde astromécano de la Jedi Aayla Secura. Mais après la mort de cette dernière durant l'ordre 66 sur Felucia, QT s'est réfugié ici, sur la planète d'origine de sa maîtresse. Et en sortant de l'habitation de QT, la D-Squad se fait attaquer par des droïdes du Fléau, des droïdes de sécurité de série KX de Rogue One A Star Wars Story et des droïdes sentinelles de série DT de Rebels. Dans le numéro 4, la D-Squad se rend sur Tatooine pour rencontrer Jabba, qui connaît probablement la position d'Ajax Sigma, le droïde qui a décidé de mener une croisade contre le Fléau. Et cette logique vient du fait que Jabba recherche Ajax depuis la quête qu'il avait confiée à Han Solo dans la maxi-série de comics Han Solo and Chewbacca. Ainsi, il se pose à Mos Eisley, la ville présentée d'un nouvel espoir, et se rendent au palais de Jabba, QTKT, Catlom, IG88, R2D2, ou plutôt R2RX, comme l'appelle Catlom, probablement plus pour des raisons de cohérence vis-à-vis du retour de Jedi que pour une logique diégétique. R2 remarque cependant la présence du Faucon Millennium puisque ce numéro se déroule en parallèle du numéro 38 de Star Wars 2020 dans lequel Lando Calrissian et Lobot s'étaient infiltrés dans le palais de Jabba pour soigner le cyborg. Et enfin, après avoir trouvé la position d'Ajax Sigma sur Mechis 3, la D-Squad s'y rend et convainc le droïde prêtre de continuer à se battre contre le Fléau. Dans l'avant-dernier numéro de la série Bounty Hunters, Tanga et Zucus se sont fait capturer par le Fléau, incarné ici par Bailert Valance, avant d'être sauvés par Losha et Vukora. Parmi les très nombreux droïdes qu'utilise le Fléau, ce numéro en présente un nouveau que l'on n'avait pas encore vu, le droïde saboteur Pistoeka de la Revanche des Sith, une petite sphère qui peut se déployer en un petit droïde destructeur pour les coques de vaisseau. Et la finalité de cet arc Dark Droids pour la série Bounty Hunters est la libération de Valance. Le numéro 39 de Dr. Aphra 2020 propose également sa fin pour l'arc Dark Droids avec l'annihilation du vaisseau de Dominatage contaminé par le Fléau, l'Acquisitor. Cependant, c'est Aphra elle-même qui s'en charge en envoyant le vaisseau en hyperespace directement sur la planète Rosedilla, une sorte de manœuvre Holdo, cette technique mise en place par la vice-amirale de la résistance Amélie Noldo dans les derniers Jedi pour détruire le Suprématie, le vaisseau capital du suprême leader Snoke du Premier Ordre. Ce genre de manœuvre a d'ailleurs déjà été vu dans The Clone Wars où le Malveillant, le croiseur lourd de classe Subjugator du général Grievous, a été envoyé s'écraser sur une planète, mais pas en hyperespace comme le Radius dans l'épisode 8 ou l'Acquisitor dans Dr. Aphra. Et un peu plus tôt dans le numéro, on peut voir que le Fléau a atteint Cantonica et la ville de Cantobite, là où sont les grands casinos des derniers Jedi, et on peut remarquer ici un droïde de service SE8 visible dans le même film. Vient ensuite le 5e et dernier numéro de la mini-série Dark Droids, la colonne vertébrale de ce dernier crossover de comics de la période. Dans celui-ci, le Fléau continue de semer le chaos dans la galaxie et sur une planète inconnue, il fait exploser un vaisseau d'un modèle dont on ne connaît pas le nom, mais qui vient du livre de Boba Fett. Et à bord de ce transport se trouve une espèce que l'on voit assez rarement, un Barbadélien, l'espèce du prêtre de la voix sacrée d'Obard Train de Solo A Star Wars Story. Et alors que le Fléau atteint son plein potentiel en réussissant à contrôler la chair et même des personnages comme Lando Calrissian, Leia Organa, le Dr. Aphra et Luke Skywalker, il a des visions de plein d'événements à travers la galaxie et voit notamment un Steel Pecker sur Jakku du Réveil de la Force, un oiseau qui se nourrit de métaux, ainsi que Wooher, le barman de la cantina de Chalmun à Mos Eisley dans Un Nouvel Espoir.
Mais bien évidemment, Ajax Sigma, avec l'aide de la Disquad, parvient à vaincre le fléau et à l'enfermer dans son épée, avant de le réincarner dans un nouveau corps de druide beaucoup plus frêle. Ainsi, le fléau semble avoir conservé son âme, si on peut l'appeler comme ça, mais pas ses souvenirs, et Ajax Sigma espère ainsi l'éduquer sur la bonne voie. En conclusion, le druide prêtre et guerrier proclame la 4e révélation, le tout. Et pour terminer avec le tome 4 de Dark Druids, il y a le numéro 41 de Star Wars 2020 qui se déroule en même temps que Dark Druids numéro 5, mais du point de vue de Luke Skywalker, Lando Calrissian, Leia Organa et Chewbacca qui combattent le fléau sur Epiconia. Cependant, après la victoire d'Ajax, les conséquences des récents agissements de Lando tombent et il est arrêté par l'Alliance Rebelle, menant au prochain arc de la série Star Wars 2020. Le tome Dark Druids Epilogue s'ouvre avec le numéro Revelations 2023. Autant le one-shot Revelations 2022 était une réelle introduction à l'arc Dark Druids en s'inspirant des 4 séries régulières, Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra et Bounty Hunters, mais celui-ci est simplement une suite de synopsis des prochains arcs de comics. On commence donc par une manipulation de l'esprit de la série Star Wars 2020 qui introduit le personnage de Sally Giorgio, la future avocate de Lando dans son procès. Dans cette histoire, Sally défend son client, le chasseur de primes Dengar, en suggérant que ses actes anti-impériaux n'étaient pas de son fait, mais de celui d'un Jedi ayant utilisé de la manipulation mentale. Mais étant donné que l'ordre Jedi n'a tout simplement pas existé selon l'Empire, la défense n'est pas recevable. Cependant, pour illustrer le Jedi en question, le comic a choisi un design rappelant la Haute République, avec une tenue et un sabre doré, et même des brassards aux avant-bras. Selon l'avocate, Dengar aurait été affecté par le Jedi dans le quartier du marché noir de Dassem, une planète et un lieu de la série de comics Bounty Hunters. Et en parlant de lieu, cette cour de justice pénale impériale se trouve sur la planète Samaria, la canonisation d'une planète de l'univers légende présente uniquement dans la série de romans jeunesse The Last of the Jedi, où Samaria était réputée pour sa macro-technologie. Et parmi les gardes de la cour de justice, on retrouve un Lacertilo, une espèce de l'ascension de Skywalker avec le membre de la résistance Borojiav. Mais un Lacertilo a été mis ici en tant que garde de cour de justice en référence à la série Andor qui en avait déjà utilisé pour cette fonction à la cour de justice de Niamos. Histoire à dormir debout et le morceau consacré à Dr. Aphra, où quasiment tous les personnages principaux des séries Dr. Aphra et Bounty Hunters vont faire la rencontre de Raslyn Grace, le nouveau personnage introduit ici, au club de la guilde des chasseurs de primes, encore une fois dans le quartier du marché noir de Dassem. Mais on retrouve ainsi Dengar encore une fois, Madaru, Destik, Durge, Keltana, Boskwasa Kradosk, Bush, Bren, Deva Lompop, Zucus, 4 Lom, Baelert Valence, Vukora, Losha Tarkon, Tonga, Ariel Yu et Chance. Ainsi, Raslyn Grace raconte une de ses primes, sa plus grosse chasse. Il s'agissait de 2 jumeaux cassars qui se vantaient d'être les seuls à arnaquer Jabba le Hutt sans subir son courroux. Les cassars sont une espèce féline inventée pour la série de comics légende La Légende des Jedi et les Seigneurs des Sith, avant d'être bien représentés dans les comics Chevaliers de l'Ancienne République et Legacy, et même dans le jeu vidéo The Old Republic. Mais un retcon a eu lieu en 2006 établissant la première apparition des cassars dans le téléfilm Au temps de la guerre des étoiles en 1978 avec le personnage de Mir Ro. Dans le canon, ces jumeaux sont les premiers cassars représentés, bien qu'ils existent depuis le Prix de la Victoire, dernier tome de la trilogie de romans L'Escadron Alphabet. On peut tout de même noter ce dessin de l'auteur Cavan Scott qu'il a réalisé pour représenter le personnage de Tasia, une cassar Nil de son audiodrama Maître Tempête de la phase 1 de la Haute République. Et la mission de Raslyn Grace qui la mena à combattre un Nexu, un gros félin de l'attaque des clones, la mena sur la planète Chibier, une planète mentionnée uniquement dans le roman A Crash of Fate, un roman se déroulant à l'époque de la guerre entre la Résistance et les Premiers Ordres et faisant partie de la promotion du Galaxy's Edge, le parc à thème Star Wars aux États-Unis. Dans la troisième histoire, Espoir volé, nous suivons Jango Fett dans ce qui est une introduction à la prochaine mini-série de comics éponyme. Ici, le chasseur de primes mandalorien est à la recherche d'un certain espoir de Gilly Anselm, un objet visiblement lié à la planète des Dotolan. Dans son enquête, il se rend au quartier des contrebandiers de Nar Shaddaa pour rencontrer un Lannik qui aurait des informations sur l'objet volé. Ce Lannik est occupé à forcer une machine à sous de Cantobyte d'après ses dires, et effectivement, ce design provient de Cantonica dans les derniers Jedi. Mais le Lannik sait se défendre contre Jango et envoie son Chlor Slug, une immense limace qu'il dit avoir libérée du zoo de Valo, un lieu attaqué par les Nils à l'époque de la Haute République dans le roman L'Orage Gronde. Le Chlor Slug est à l'origine une des créatures utilisées comme pièce du Dejarik, Lolo Échec vu dans Un Nouvel Espoir. Et justement, le Lannik précise qu'il a récupéré ce Chlor Slug pour offrir un Dejarik constitué de pièces vivantes à Jabba le Hutt.
D'ailleurs, petite digression, mais un Dejarik avec des pièces vivantes, c'est peut-être ce que l'on verra l'année prochaine dans le film The Mandalorian & Grogu, puisque dans le trailer du film, on peut voir Din Djarin affronter un Savrip mantélien, une autre créature du jeu, avec le bâton d'un Monok, le tout dans une arène circulaire avec au sol ce qui ressemble aux cases du plateau de Dejarik. Ici, on peut reconnaître le calice Sith présent dans le bureau de Sheev Palpatine dans la Revanche des Sith. Je ne sais pas si c'est censé être le même, mais un autre est présent dans la boutique de Lucen Rel dans la saison 2 d'Andor, et une réplique est exposée chez Doc Andar au Galaxy's Edge. Enfin, l'histoire se termine par la révélation que Django est traqué par Aurra Singh, une chasseuse de primes Paliduvan de la menace fantôme. Pour l'histoire suivante, je n'ai rien à dire niveau référence, mais on suit le Jedi Mace Windu effectuer une mission quelconque en introduction à la mini-série de comics Mace Windu, dont on parlera plus tard. Cependant, dans l'outil de l'Empire, l'histoire dérivée de Dark Vador 2020, le Seigneur Noir des Sith est déçu des soldats améliorés que sont les Death Troopers et cherche des nouveaux êtres augmentés. Ainsi, il se rend sur une planète inconnue où des rebelles combattent des droïdes impériaux, des droïdes IGRM, un modèle apparu à partir de la série animée Rebels. Mais ce modèle est bien plus vieux. Il a été créé par Ralph McQuarrie pour la trilogie originale comme droïde assassin et rappelle ainsi beaucoup le droïde chasseur de primes de l'Empire contre-attaque IG-88. L'univers légende avait déjà réutilisé ce concept via le roman Le mariage de la princesse Leia, mais il l'avait appelé droïde assassin éliminateur de série 434. Sur cette planète, Vador obtient des informations sur le Marcorp, une unité d'élite rebelle de soldats cyborgs avec le Gigoran Chamdaka, l'humain Tandorvo, l'humaine Masakins et le droïde Blades. Dans l'avant-dernière histoire, Toute la République, je n'ai pas grand chose à révéler non plus. Il s'agit d'une introduction à la série principale de comics de la Haute République de la phase 3, avec Keith Trennis qui combat les Nils dans la zone d'occlusion sur Gallimère. Et un des Nils qu'elle rencontre est un Elomine, une espèce assez peu présente et inventée pour le roman légende L'héritier de l'Empire, dernier tome de la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou. Et enfin, la dernière histoire, intitulée Le Duel des Réprouvés, n'est pas en lien direct avec une série en cours ou à venir, mais fait de nombreuses références, à commencer par son protagoniste, Rick Duel, un nouveau personnage pour le canon, mais qui vient de la série Star Wars de 1977, où il est un Corélien ayant déjà doublé Han Solo dans leur jeunesse, et que l'on retrouve faire affaire avec Han, Luke Skywalker et Leia Organa sur la planète Sténos. Rick Duel fait d'ailleurs équipe dans ses comics avec une Zeltron et un Rhodien du nom de Danny Gamil et Childo Joe, les deux personnages que Rick retrouve à la fin du numéro, avec un sous-entendu du fait qu'ils auraient déjà travaillé ensemble. Mais sinon, les autres planches nous présentent les activités de Rick au service de Jabba le Hutt, et on le voit ainsi se faire attaquer par le chasseur de primes Bane Malar, un personnage du Retour de Jedi coupé au montage. Il pilote un vaisseau ressemblant trait pour trait à son Moonshadow du Légende. Il a été enfermé à la prison Galudar par le marshal Benelex Buck Vancto, que des références à la maxi-série de comics Han Solo and Chewbacca. Il a assassiné le boss Voss de la mafia NTN, une organisation d'Oviciens, une espèce de l'ascension de Skywalker. Il a renversé un speeder blindé de la banque impériale qui ressemble à un transport de troupes impériales K-79 S-80 modifié, et dit avoir collecté une collection du clan des Inflexibles, une organisation récurrente de la série Bounty Hunters. Et aux côtés de Jabba, on peut noter l'ancien droïde de traduction du Hutt avant C3PO, 80M, qui se fait démembrer dans Le Retour du Jedi, mais dont l'origin story est racontée dans un one-shot autour du film. Revenons aux séries régulières avec le numéro 42 de Darth Vader 2020 qui introduit le personnage d'Henrik Pride à l'époque impériale. Henrik Pride est le général allégeant du Premier Ordre dans l'ascension de Skywalker et fidèle serviteur des Sith. A noter qu'à cette époque, Pride était lieutenant de l'armée impériale. Dans le film, il dirige un destroyer stellaire de classe Resurgent appelé le Steadfast, et dit ici dans le comic aussi diriger un vaisseau appelé le Steadfast, à croire qu'il aime beaucoup ce nom. Cependant, Pride dit aussi être temporairement assigné au destroyer stellaire Impervious dans le cadre de l'inspection de Z9 Cité 7, mais celui-ci est détruit juste après grâce à l'intervention du Marcorp. Dans le Légende, Impervious était un nom également assigné à un destroyer stellaire mentionné dans la nouvelle Slaying Dragons du magazine de jeux de rôle Star Wars Adventure Journal 9. A noter qu'un destroyer stellaire impérial appelé Steadfast existait également dans le Légende, on le retrouve dans les comics L'Empire Écarlate 7 ans après la bataille d'Endor. Mais Dark Vador débarque quelques heures plus tard et prend le contrôle du Marcorp via leurs implants cybernétiques. Dans le numéro 42 de Star Wars 2020, Luke Skywalker retourne voir Greta pour se renseigner sur les cristaux Kyber. La dernière fois qu'il l'avait vu, il avait rencontré le docteur Kuata et était reparti avec 2 cristaux Kyber, un vert et un rouge. Mais Luke souhaite en savoir plus sur le rouge, associé au Sith et au côté obscur, et se retourne donc vers Greta et sa tante Fields qui sont des Falanassi.
Les Falanassi sont un ordre religieux qui maîtrise la force et qu'ils considèrent comme une mer. Ils appellent le côté lumineux de la force le courant blanc et le côté obscur la marée noire. Ils sont capables d'utiliser la force pour créer des illusions ou une projection d'eux-mêmes qui peut apparaître n'importe où dans la galaxie. Cette technique a été consignée par d'anciens maîtres Jedi dans les textes sacrés, où ils la décrivent sous le nom de Simil Futurus. Elle exige de l'utilisateur qu'il verse l'essence même de sa vie dans la force cosmique, et Luke Skywalker l'utilisera lors de la bataille de Krayt pour donner à la résistance le temps d'échapper au premier ordre dans les derniers Jedi. Mais les Falanassi et leur projection de force viennent d'une légende dès La Tempête approche, premier tome de la trilogie La Crise de la Flotte Noire. Greta et Fields plongent ensuite Luke dans une sorte de transe pour rentrer à l'intérieur du Crystal Kyber, où le jeune Jedi trouve une forteresse Sith avec, en son cœur, un seigneur Sith du nom de Gol, selon le beau livre Star Wars Encyclopedia The Comprehensive Guide to the Star Wars Galaxy. Le lieu est d'ailleurs décoré de bannières arborant le symbole de l'éternel Sith, le culte qui a permis la résurrection de Palpatine après la bataille d'Endor sur Exegol. Mais ce symbole est aussi parfois attribué à l'ordre Sith de manière générale. Gol est aussi accompagné de deux carbocanins, des chiens de feu originaires de la planète Elfrona dans le roman La Lumière des Jedi de la Haute République. Mais tandis que Luke reste bloqué dans le Crystal Kyber Sith, nous passons au tout dernier numéro de la série Bounty Hunters. Le numéro s'ouvre sur Jabba le Hutt dans son palais de Tatooine qui reçoit certains de ses sujets, dont un Snivien et un Trandoshan du clan local qui sont en conflit. Le Trandoshan ressemble à Doc Strassi du livre de Boba Fett, mais ce n'est probablement pas lui. Ils font cependant très certainement partie du même clan. Et le Snivien vient de Mos Eisley depuis la mer orientale de Dune, une ville de Tatooine uniquement mentionnée sur des cartes, comme dans les lieux emblématiques de la saga. La séance de consultation est interrompue par l'arrivée de Baylert Valance qui a entendu parler d'un certain druide secret de Jabba. Le Hutt se défend alors en offrant 50 000 crédits à celui qui réussira à capturer le cyborg, et c'est Dengar, chasseur de primes de l'Empire contre-attaque, qu'il se lance le premier dans la mêlée. Il rappelle à Valance qu'il a affronté un Apexator avec un simple couteau après qu'il ait abandonné sur Jekkara dans l'arc Wars of Bounty Hunters. Cet événement a bel et bien eu lieu, mais la créature était appelée Zugorak. Dengar dit également avoir été formé par les gourous de la guilde des assassins à 12 formes de combat à l'arme blanche. La mention des gourous de ce contexte est originale, mais il existe bien une guilde des assassins que l'on a croisée dans la série Dark Vador de 2020 avec Ochi de Bestoun, Chilazin, G90 et Loriach. Mais dans le légende, la guilde a été créée pour le comic The Weapons Master du Star Wars Weekly. Après s'être très rapidement débarrassé de Dengar, Valance s'attaque à plusieurs sbires de Jabba avec Kavines Thorn, un chasseur de primes qui chassait Han Solo sur Abrigado Rey dans un passé commun avec Valance, Rodrigo Bataille, un Zabrak gladiateur qui combattait dans les arènes de Narkanji, et Jequil et Rhys, respectivement des Wifid et Gran du Retour du Jedi. Baylert Valance est finalement arrêté par Boba Fett et envoyé face à ce qu'il cherchait, le droïde secret de Jabba, le Megadroid. Le Megadroid est une super arme confectionnée par Bactoid Combat Automata pour le compte de la Confédération des systèmes indépendants pendant la guerre des clones, mais les Jedi Yoda et Anakin Skywalker en ont normalement détruit tous les exemplaires. Cependant, Jabba semble s'en être procuré un tout de même. Le lieu de l'affrontement est la grande arène de Mos Espa, là où a lieu le début de la course de modules de la Bunta Eve dans la menace fantôme, et Valance a droit à plusieurs armes pour se défendre, dont un bouclier d'énergie personnel Gungan. Un droïde caméra filme toute cette scène pour la rediffuser à plusieurs endroits, dont le repère du syndicat Pike sur Obadia, où se trouve le leader Pike que l'on retrouvera sur Tatooine dans le livre de Boba Fett. 80M, le druide traducteur de Jabba, explique que le Hutt cherchait le noyau neural d'un guerrier druide légendaire appelé Ajax Sigma pour alimenter le mégadroïde, mais il a disparu, volé par Han Solo dans la série des comics Han Solo and Chewbacca. Mais suite au récent chaos causé par l'arc Dark Droids, Jabba a récupéré le noyau neural de GRT, une droïde ayant servi Ajax et sa deuxième révélation. En sacrifice pour la cause d'Ajax qui cherchait à anéantir le fléau, le noyau neural de GRT a été transféré dans un vaisseau de guerre qui a transporté l'armée de la deuxième révélation directement au Fléau 1, le vaisseau capital du Fléau. Mais le vaisseau de GRT fut détruit par les forces ennemies, mais visiblement pas son noyau neural. Et enfin, Valance est sauvé par ses amis chasseurs de primes Tonga, Losha Tarkon, Zucus et Katlom, et il a fait tout ça pour faciliter la mission d'infiltration dans le palais de Jabba des rebelles au début du retour du Jedi. De leur côté, Tonga et Losha reviennent sur la lune de Logari, là où elles habitaient au début de la série avant de partir pour cette longue aventure. Losha dit qu'avant s'étendaient ici des cultures de l'Amta, de la nourriture que l'on retrouve notamment chez Shmi Skywalker dans la menace fantôme.
Elle s'imagine un nouveau futur ici, en fondant une nouvelle ville pour les Vauriens avec une cantina. Cadelia est avec elle et elle réclame la présence de Max Rebo et de son groupe, le groupe de musique du retour de Jedi, car il paraît qu'ils ont un joueur de flûte Chin Dinkalu, en référence au Kintonak Droopy McCool. A noter d'ailleurs qu'en VO comme en VF, il est écrit Chi Dinkalu au lieu de Chin Dinkalu. Vu qu'Aura semble elle être vraiment rentrée dans le business des chasseurs de primes, puisqu'elle dit à Setuka qu'elle a capturé un individu qu'elle compte livrer sur Nevarro, là où se trouve un comptoir de la guilde des chasseurs de primes dirigé par Griff Karga sous la Nouvelle République dans The Mandalorian. Après la fin de Bounty Hunters, nous assistons à la fin de la série Dr. Aphra de 2020. Dans le numéro 39, Aphra s'était sacrifié en lançant l'Acquisitor sur Rosedilla, et après ça, Sanastaros, Dominatage et Magna Tolvan se réfugient dans la base Mareti sur Yorin, là où elle s'était déjà regroupée après avoir sauvé Aphra de l'étincelle éternelle dans l'arc Hidden Empire. Mais bien évidemment que Chelilona Aphra n'est pas morte comme ça, elle a réussi à prendre une capsule de sauvetage avant le crash de l'Acquisitor et est repartie faire ce qu'elle sait faire, de l'archéologie. Ainsi, elle trouve un vieux temple Jedi avec un manuscrit, bâtiment dont le design s'inspire de Tanalorr il me semble. Cependant, l'Empire est toujours intéressé par Aphra via cette scène dans laquelle Melchior Voto du Bureau de la Sécurité Impériale engage la chasseuse de primes Raslyn Grace, dont on a vu l'introduction dans Revelations. Et cette scène se déroule à bord du destroyer stellaire impérial Peerless, un nom de destroyer déjà existant dans le Légende, où il a servi sous les ordres du grand amiral Péléode durant la bataille de Borosk dans la guerre contre les Yuuzhan Vong dans les Vestiges de l'Empire. Premier tome de la trilogie L'Hérétique de la Force et 15e tome de la série du Nouvel Ordre Jedi. Enfin, Aphra, Sana et Magna retrouvent Chance et Ariol Yu au club Lazuli sur Canto Bight pour de nouvelles aventures. On peut noter la présence de la Twi'lek d'Ireni, vue à de rares occasions dans la série, et une nouvelle faute de Panini Comics dans le nom du bar. Il est écrit Lazuline en VF alors que c'est Lazuli. Le numéro 43 de Darth Vader s'ouvre sur un flashback dans lequel la sous-administratrice Sly Moore recrute des membres pour son schisme impérial, un mouvement visant à destituer l'empereur en restant fidèle à l'Empire. Parmi les sélectionnés, on retrouve le conseiller Xanto, un nouveau personnage qui ne sert qu'à être tué de suite, l'amiral Korlek qui a déjà affronté Dark Vador durant l'invasion droïde du Fléau, l'agent Fabarian qui a enquêté sur le Seigneur Noir des Sith suite à l'invasion droïde de Coruscant, et la gouverneure Tontaza qui a conspiré avec l'Aube écarlate durant l'arc Crimson Reign. Le but du schisme impérial est de monter une équipe d'impériaux fidèles aux valeurs de l'Empire, mais pas spécifiquement à l'empereur, et de les infiltrer à différentes strates du gouvernement. Ainsi, Korlek passe d'amiral à capitaine dans une base, Fabarian passe d'agent du BSI à employé du bureau des standards, le parcours inverse de Cyril Karn dans Andor, et Tontaza de gouverneur à technicienne. Et enfin, le dernier numéro de Dark Droids Epilogue est le 43e de Star Wars 2020, dans lequel Luke Skywalker tente d'échapper au Sith Gol et à son Crystal Kyber. Luke essaie alors de comprendre les traumatismes du Sith et passe également par une remise en question de sa propre vie. On assiste alors à plusieurs moments charnières de son existence, la mort de son oncle et sa tante, la mort de Ben Kenobi, la mort de Biggs Darklighter, la capture de Han Solo sur Bespin, l'attaque du Wampa, sa propre naissance sur Polis Massa et son combat contre Dark Vador sur Bespin. La vision de force de Luke lui donne d'ailleurs à ce moment le sabre laser de son père, puisque c'est celui qu'il avait à ce moment, mais avec une lame verte. Le jeune Jedi fait alors avec le Sith et le Cristal Rouge la même chose qu'il avait fait avec son père, le pardon. Au final, tous ces événements étaient la représentation du parcours mental de la guérison d'un Crystal Kyber. La série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, nous avait montré comment saigner un Crystal Kyber et le transformer en rouge. Ici, on assiste au processus de transformation du rouge au blanc. C'est ainsi la même chose qu'avait faite Ahsoka Tano avec les cristaux Kyber de l'Inquisiteur, le 6e frère, qu'elle avait tué sur Raada dans le roman Ahsoka. Luke comprend alors que ce Crystal Kyber vert qu'il a gardé avec lui pendant un moment lui est destiné pour former son propre sabre laser. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons fait sur Twitch et qui est disponible sur la chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.